Hello Rob, Bonjour. Hello. je je suis ravi de t'accueillir sur Aventure Humaine. Également, merci pour l'invitation, c'est chouette. Alors aujourd'hui on est en direct des Pays-Bas. On va faire un bel enregistrement à distance et on va surtout plonger dans l'aventure d'Imagination Machine, un startup studio que tu as cofondé je crois. Tu vas nous en dire un peu plus. On va plonger dans euh, la genèse, le pourquoi et on va dire l'organisation de toute cette aventure. Avant cela, est-ce que je peux te laisser te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Oui, super. Bonjour, c'est Rob Spiro. Je suis un Américain qui a commencé mon carrière dans le Silicon Valley en tant que designer, user researcher dans l'univers digital logiciel. Je suis devenu product manager, je suis devenu entrepreneur. J'ai lancé une startup à San Francisco. On était acquis. J'ai travaillé un petit peu chez Google en tant que product manager. J'ai quitté pour faire une deuxième startup. Euh, à un moment donné dans ma carrière, je me suis intéressé à l'impact positif, à cette idée qu'on peut utiliser l'univers startup avec ses outils, ses puissances, son capital pour faire du bien dans le monde, pour améliorer des choses sur le plan social, environnemental. Et donc, j'ai fait une startup dans cette optique-là, qui était un genre de supermarché à circuit court à San Francisco, qui a grandi, qui a développé. À un moment donné, avec ma femme qui est française, qui est nantaise, on a pris la décision de s'installer en France en famille. J'ai fait ça en début 2016, donc ça fait un moment. Et Ouais. puis fin 2017, j'ai lancé Imagination Machine, qui on va en discuter. Le modèle, ce qu'ils ont fait. Euh, et quoi dire, je pilote Imagination Machine. J'ai deux petites filles françaises, américaines. Euh, et, euh, et voilà, c'est moi. Ouais, c'est super. Merci beaucoup, Rob, pour voilà cette présentation de ton écosystème aujourd'hui. Euh, alors, on va assez rapidement plonger dans l'aventure dans ta dernière aventure, on va dire, Imagination Machine, mais peut-être auparavant, il y a euh, je partagerai l'épisode de ton passage sur le podcast de Génération Do It Yourself avec Mathieu Stéphanie, où tu partages vraiment en détail tout ce précédent parcours. Ce que j'ai vraiment apprécié dans ce que je comprends de ton parcours, toutes ces expériences t'ont amené à avoir beaucoup de facettes du métier d'entrepreneur, chef d'entreprise, dirigeant. Euh, tu as tu as pu voir des tailles de groupes d'entreprises très différentes et tu as réussi à bien positionner là où tu étais à l'aise, là où tu avais je pense, un impact fort. Et donc, peut-être avant de plonger sur la genèse du Startup Studio, est-ce que tu aurais deux, trois principes ou enseignements que tu as vraiment validé, ressenti ouais, avec lequel tu repars avec tout le recul avant 2017 de toutes les expériences que tu as vécues avant 2017. C'est une bonne question. J'ai appris énormément de choses dans chaque passage de mon carrière. Et peut-être ce que j'ai appris qui était le plus important, c'était que c'est bien d'être en apprentissage en permanence. C'est un peu la réponse qui n'est pas une réponse, mais on se rend compte que quand on est dans cette posture d'apprentissage, que chaque expérience nous amène énormément de choses. Euh, L'autre chose que j'ai appris, c'était plus une connaissance de soi. C'était que j'ai compris au fur et à mesure, et je continue à mieux comprendre, euh, euh, où moi j'ai des choses à ajouter dans la conversation sociétale, dans un business, où moi j'ai du talent, ou moi j'ai moins de talent. Euh, Ça me permet d'être dans une démarche collaborative, dans une chaîne de valeur où moi je joue mon rôle, mais que j'ai aussi travaillé bien avec les autres. Et c'est peut-être
c'est ce genre d'apprentissage qui m'a amené à créer Imagination Machine, où je me concentre sur une partie du problématique, une partie des métiers, en partenariat avec l'un d'autre. Ok. Merci. Effectivement, je pense que c'est parce que tu te connais bien, que tu as eu toutes ces expériences, que tu es capable aujourd'hui d'avoir ce focus. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, en 2017, pourquoi tu lances un startup studio et non pas directement une autre startup sur un domaine plus précis? Et puisque je connais un peu peut-être la réponse, peut-être déjà partager une charte ou un modèle, le modèle du Startup Studio, tout ce que tu avais déjà mis un petit peu établi en principe et en règle de création. Oui, super. Et peut-être c'est un moment de dire qu'il y a ce terme de Startup Studio, il y a cette catégorie. C'est pas quelque chose où on a commencé en disant on va lancer une Startup Studio. C'était une catégorie qui était appliquée à nous post facto, après la naissance. Et je suis pas sûr ça correspond à peu près à ce qu'ils ont fait, mais c'est pas comme ça qu'on se définit en vrai. Ok. Ok. Peut-être c'est quelque chose d'un peu abstrait, mais moi j'ai l'impression que dans l'univers business, mais pas que, qu'il y a différents types de logiques. Il y a une logique de création de valeur, une logique qui est ensemble, on va grandir la taille du gâteau. Et puis il y a une logique de division de valeur. Ok, le gâteau, il pèse ça, et puis maintenant on va trouver la juste distribution de ses parts. Ce que moi j'aime bien, c'est la création de valeur. On va grandir la taille du gâteau. Et si on grandit la taille du gâteau, on utilise une logique qui est, en anglais, on dit coopetition. C'est un mélange entre cooperation, collaboration, et competition, concurrence. Ok. Et ça veut dire que on essaie de grandir la taille du gâteau, et en même temps, chacun, on essaie de prendre nos petits parties. Mais on fait ça dans l'esprit de grandir pour tout le monde. Et les bonnes stratégies, c'est d'ajouter suffisamment de valeur pour grandir le gâteau et de capter moins de valeur qu'on ajoute. Okay. Ça veut dire qu'il y a des valeurs en surplus pour les autres, qui fait qu'il y a de bons partenariats à faire. Mais quand même, il faut qu'on capte nos parties du gâteau aussi. Et donc, c'est cette logique que j'aime bien, c'est cette stratégie que j'aime bien, et je pense qu'il y a plein des enjeux sociétals. Et c'est ça où on commence avec Imagination Machine. C'est quoi les enjeux sociétals? De vivre en harmonie avec la nature, d'accélérer ces transitions sociétales qu'il faut accélérer, comme la transition énergétique, par exemple, mais pas que. Avec ces enjeux sociétals, comment nous, on peut, grandir la taille du gâteau, c'est pas exactement le bon métaphore, mais comment on peut aider à résoudre ces problématiques et capter un petit peu de valeur en même temps, mais moins de valeur pour nous que ce qu'on ajoute dans l'écosystème. Et c'est ça qui nous amène à un modèle de co-création. Ouais. Et en fait, c'est ça, Imagination Machine, c'est un modèle de co-création. C'est un modèle fondamentalement, intrinsèquement collaboratif, un modèle où on dit, c'est pas que nous qui vont résoudre cette problématique, il y a zéro ego dans notre démarche, et peut-être ça vaut le coup de passer plus de temps sur ça parce que on vit dans un univers où l'ego est valorisé énormément, et surtout en France, mais pas que. Et donc, tu me montres un livre, oui. J'ai effectivement un livre sur mon bureau écrit par Ryan Holiday, L'ego est l'ennemi. Oui, c'est exactement ça notre philosophie. Et donc, on a une démarche qui est fondamentalement humble et c'est une démarche de co-création. Et donc, l'idée, c'est que nous, on a une énergie entrepreneuriale, on a des compétences entrepreneuriales pour bousculer des choses, pour changer des choses, pour innover, pour créer des nouvelles solutions qui n'existent pas encore. Parce qu'il faut créer ces nouvelles solutions pour répondre à ces enjeux.
Nous, on peut pas, si on a de l'ambition qu'on a, si on veut vraiment changer les choses sur une échelle mondiale, on peut pas faire nous-mêmes. Il faut travailler avec les autres. Et donc, on rentre dans cette démarche avec un esprit de co-création. Donc, on a envie de faire partenariat avec des autres entrepreneurs, avec des autres entreprises, avec des autres investisseurs, entités de toute façon, de toute taille et typologie. Et on a envie d'injecter notre savoir-faire entrepreneurial, de capter un petit peu de valeur, mais minoritaire, et de proposer des solutions d'envergure. Et du coup, est-ce que dans ce modèle-là, dans cette entreprise-là, dès le début, tu te dis que tu vas mutualiser des moyens, mutualiser des compétences, et ce surplus de valeur, tu vas le partager, on va dire, en open source. Est-ce qu'il y a ce modèle-là de collaborer aussi avec, on va dire, des concurrents sur une même verticale, un même marché, ou c'est partager la valeur, on va dire, plus globalement? Oui. Open source, c'est une bonne question. C'est une stratégie assez spécifique. Nous, notre démarche, c'était de commencer avec des choses qui sont un peu plus classiques dans l'univers business. Donc, d'abord, on a créé une fonds, c'est pas tactiquement un fonds, mais on a créé une poche du capital avec une centaine d'actionnaires. D'accord, qui sont, dès le début. Dès le début, qui sont des entreprises régionales, où on se trouvait à Nantes, des entrepreneurs, des banques, un écosystème. C'était facile à Nantes parce que Nantes, il y a cet esprit de collaboration, de jouer à la nantaise, c'est ce qu'ils disent, ce qu'on dit, où les gens ont envie de travailler ensemble. Donc, c'était très bien. Ça, c'était une partie. Et puis, on a plein de pistes où on pense qu'il y a des opportunités où l'entrepreneuriat peut adresser des problématiques sociétales, tout en étant une business. Et pour toutes ces problématiques, on dit, on va pas lancer un projet nous-mêmes. On va essayer de trouver des partenaires qui sont, la plupart du temps, des entrepreneurs indépendants. On se dit, est-ce qu'on peut associer avec vous pour propulser un projet, lancer un projet? Et c'est ce qu'ils ont fait. Les entrepreneurs avec qui on travaille, qui sont indépendants, prennent une partie des actions, de ownership de ce projet-là. Nos actionnaires dans cette poche de capital prennent une partie de cet ownership. Nous, on prend une partie de cet ownership. Dans le futur, on a envie aussi d'incorporer d'autres partenaires, fonds d'investissement, pour accélérer au maximum, pour atteindre les plus grandes ambitions. Est-ce que pour, du coup, montrer un petit peu l'exemple, on peut se baser sur quelques déjà belles entreprises, beaux projets qui sont déjà plus qu'avancés grâce à tout l'écosystème que tu as amené, que tu as proposé. Oui. Lequel tu voudrais mettre en avant là tout de suite? Oui, bon, on peut parler de Beam Energy, Oui. parce que c'est d'actualité. On est dans un contexte où le prix de l'énergie augmente énormément. Il y a de plus en plus de gens qui commencent à se poser la question, ah tiens, ce serait bien que je suis autosuffisant, que je peux produire ma propre énergie pour des enjeux pas que écologiques, mais aussi financiers. Donc, on voit une appétit dans le marché pour le produit Beam qui est énorme ces jours-ci. Mais là, c'était notre idée il y a quelques ans déjà de dire, est-ce qu'on peut pas s'équiper les maisons d'être autosuffisants en production d'énergie parce que ça va accélérer la transition énergétique. Et on était convaincus que ça va aider les ménages aussi financièrement. Donc ça, c'est une idée que toi, tu poses sur le papier, tu le partages avec l'équipe, on va dire, au sein d'Imagination Machine. Et est-ce que vous allez creuser un peu plus sur des statistiques, des études de marché avant de
de mettre en place une étape un peu plus importante qui est de recruter une équipe d'entrepreneurs ou de structurer un peu plus. Ouais. Comment ça se passe dans le process? Ouais, on avait cette hypothèse qui était pas qu'il faut faire quelque chose, mais on avait une hypothèse spécifique qui était que le prix de production de panneaux photovoltaïques a baissé énormément ces dernières années. Mais le produit panneau photovoltaïque, ça restait quelque chose un peu industriel, quelque chose qu'il fallait travailler avec un installateur dans un projet de construction et rénovation. Et on se posait des questions, avec le prix, le coût de production, de fabrication, pourquoi c'est pas un produit qu'on peut acheter dans une Leroy Merlin et mettre dans le coffre et amener chez nous et pouf, ça marche. C'était pas encore dans la catégorie consumer electronics, mais aussi ça peut l'être maintenant, même si c'était pas possible il y a quelques ans. Donc ça c'était l'hypothèse et on s'est dit comment on peut bien exécuter sur un concept comme ça, c'est avec une expérience utilisateur beaucoup plus poussée de ce qui existe aujourd'hui dans le marché. Et donc il y avait une innovation à créer qu'on n'avait pas encore créée, qui était de créer une meilleure UX expérience utilisateur dans l'univers dans le produit photovoltaïque résidentiel. La première chose qu'on a fait avec cette hypothèse, c'est qu'on est allé voir des partenaires. Des partenaires comme Ralph, qui était un entrepreneur on a rencontré, qui avait son propre projet dans le photovoltaïque. Et on s'est dit, tiens, c'était quelqu'un qui partage nos ambitions, qui partage nos valeurs. Est-ce qu'on peut travailler ensemble? On est allé voir aussi une de nos actionnaires, une entreprise qui avait mis de l'argent dans ses poches de capital commune, qui s'appelle SETI, c'est une entreprise régionale, qui a des usines qui fabriquent des panneaux photovoltaïques. Donc, on est allé voir eux et leurs équipes et on a parlé de cette idée en toute transparence. Et on s'est dit, est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ensemble? Nous, on a quelque chose à amener, c'est une énergie entrepreneuriale et aussi des compétences méthodologiques sur comment créer une expérience utilisateur très poussée. On a des équipes aussi qui peuvent aider. Voilà, Ralph est un entrepreneur. Voilà, SETI avec leur usine Sistovi. Et ensemble, on a discuté, on a prototypé. On a recruté d'autres gens aussi, une super designer industriel indépendant qui a rejoint le projet aussi dans cet esprit de collaboration, co-création. Une super ingénieur qui est venu aussi co-créer avec nous. Et ensemble, on a créé des prototypes, on a testé le marché. Notre méthodologie, tu as mentionné études de marché. Nous, on fait des études de marché, mais principalement nos propres études de marché chez les clients. Donc, on va faire des entretiens avec des dizaines et des dizaines de clients potentiels pour comprendre c'est quoi la psychologie consommateur ici, qu'est-ce que les gens cherchent, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leurs envies, et pourquoi ces choses n'existent pas. Est-ce qu'on peut trouver des insights, je sais pas comment dire ça en français, mais trouver des réalisations, des idées sur pourquoi la chose existe ou n'existe pas, que les autres n'ont pas encore trouvé, qui nous permettent de faire une vraie innovation design. Et donc, on a fait cette démarche avec tous ces partenaires ensemble. Une fois qu'on a vu, OK, ça commence à fonctionner, on a un prototype, les gens aiment bien, on commence à vendre. Il fallait faire un partenariat avec d'autres fonds d'investissement pour accélérer davantage. Pour vraiment staffer les équipes, les fabrications, etc. Ce qu'on a fait avec quelques belles fonds d'investissement. Et voilà. Donc, ce que je comprends au début, c'est que il y a des hypothèses fortes pour passer, on va dire, d'hypothèse à du concret. Tu en parles, on va dire, massivement et en toute transparence autour de toi avec tous les partenaires, les parties prenantes du cercle nantais, on va dire, du cercle Imagination Machine. Et quand il y a un match avec des entrepreneurs qui ont l'air de vraiment avoir une appétence pour le sujet,
quelques bonnes rencontres et alignements de planètes, on va dire. Là, à partir de ce moment-là, il y a une création d'une entité, il y a un financement d'une première enveloppe pour cette entité-là. Mhm. Et les premiers recrutements, première, on va dire étape et à ce moment-là, c'est une vraie start-up, petit embryon qui a déjà tout ce qu'il faut pour vivre et pour se développer. C'est ça? C'est ça, et peut-être j'ajoute une chose, c'est que on a aussi au sein des équipes Imagination Machine, dans notre équipe centrale, des ingénieurs logiciels, designers, des compétences en communication, marketing, en RH, qui fait que même opérationnellement, on peut être la première équipe de cette startup. D'accord. Et donc, il y a combien de personnes nous sommes 8. Dans cette équipe? 8, ok. Et donc, pour les premiers 12-18 mois, on peut gagner beaucoup de temps parce que on part sur le chapeau de roue. Ok. Et c'est aussi à travers cet engagement opérationnel, donc c'est pas un conseil stratégique, mais c'est vraiment des opérations, qu'on peut aussi diffuser une culture d'entreprise et une méthodologie dans chaque startup. Parce qu'on a une culture qui repose d'abord sur l'écoute aux utilisateurs, et ces études des entretiens, des sonder le marché en permanence, de créer une communauté de nos utilisateurs aussi qui nous aident. C'est ça aussi de co-création pour nous, c'est de co-créer avec les clients et les clients potentiels. Ok. Et ça, c'est une méthodologie qu'on fait avec les entrepreneurs, mais c'est aussi une façon de former cette entreprise nouveau-née dans cette méthodologie pour qu'ils intègrent ça dans leur culture indépendante une fois qu'ils dès sont le début. partis du lit. Oui. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager sur cette méthodologie? Et ma seconde question, c'est est-ce que cette méthodologie que tu as, qui était déjà au sein d'Imagination Machine en 2017, elle a évolué et elle évolue encore? Oui, ben cette méthodologie, en vrai, c'est une boîte à outils. C'est pas une méthodologie figée ou rigide. C'est plein d'outils et selon chaque carrefour, on utilise le bon outil. Et le fait de faire ça avec plein de startups ces dernières années nous a permis de raffiner ces méthodologies, de créer de nouveaux outils et on a appris énormément de choses. Et nous, l'équipe centrale, on se met dans une position d'apprentissage en permanence, en continu, qui fait qu'on espère que chaque nouveau projet, on va être plus efficace que le projet précédent grâce à nos apprentissages. Et du coup, pour ça, pour apprendre en permanence, c'est beaucoup de temps à discuter, à faire de la veille, à faire des recherches. Ça se passe comment du coup au sein de l'équipe? Oui, c'est surtout une posture de développement. D'ouverture. Ouais, et d'étude de soi. Ok. D'autocritique. C'est dire beaucoup de feedback. Beaucoup de feedback, on essaie d'être conscient de comment ça se passe chez nous, qu'est-ce qui marche pas, comment on peut mieux faire la prochaine fois. Et toutes ces questions qu'on se demande en permanence, ça devient en posture. Et donc, la posture de notre équipe, c'est on va vite, on sait faire, mais on est toujours en recherche d'autocritiquer et de comprendre comment on peut mieux faire la prochaine fois. Et toujours à l'écoute de ces feedbacks qui nous permettent d'améliorer. Super. Et du coup, aujourd'hui, BIM Energy, il en est à quel stade? Puisque tout ce premier parcours, prototypage, tout ça, cette communauté, en fait, elle est créée. Ce MVP, il est créé. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus grand. Et du coup, est-ce que la relation entre Imagination Machine et BIM Energy, tu peux nous montrer comment elle a évolué au fur et à mesure du développement? Oui, donc une fois qu'on a créé cette prototype, ça a commencé à fonctionner. On a aussi accédé au financement qui nous a permis de recruter davantage sur l'équipe. Et quand on a recruté sur l'équipe, BIM
ça nous a permis, l'équipe Imagination Machine, de se retirer petit par petit de l'opérationnel, parce que chaque partie de nos opérations était remplacée par des gens qui étaient exprès dans l'équipe BIM. Qui fait qu'aujourd'hui, BIM, ça doit être 40-50 personnes. Et on est plus, nos équipes de développeurs, de communication et d'RH sont plus opérationnelles. Opérationnelles. BIM. Ouais. Qui nous permettent aussi de travailler sur de nouveaux projets. Okay. Moi, je reste sur le board de BIM, le comité stratégique. Et donc, je participe aux réflexions stratégiques. Je parle avec les cofondateurs chaque semaine, quasiment tous les jours, en vrai. OK. Donc, il y a à la tête de chaque entreprise, il y a un dialogue en continu de pilotage, un dialogue sur les stratégies produits, les stratégies de financement, le recrutement, les visions, les choix techniques, tout ça, même si on est dans une organisation où tout le monde, c'est décentralisé, c'est collaboratif, c'est transparent, il reste une conversation stratégique de pilotage. Et ça, c'est quelque chose que je continue à faire avec le cofondateur. On est minoritaire, on est actionnaire minoritaire dans l'entreprise. On s'est dilué au fur et à mesure avec les levées de fonds. Et donc à terme, avec cet exemple de BIM Energy, Imagination Machine a la possibilité ou la volonté de complètement laisser grandir et installer une, je ne sais pas si c'est une distance, mais en tout cas couper le cordon ombilical petit à petit, si on reprend cette image, et totalement sortir même de la capitalisation de ces entreprises. S'il y a un moment où on arrête d'ajouter de la valeur dans l'équipe, oui. Après, oui. S'il y a une entreprise qui est en train d'exploser en valeur, on ne va pas vendre nos actions parce que ça grimpe en valeur. Donc, mais on n'a pas un objectif juste d'être actionnaire passif dans nos projets. Oui, si vous êtes actionnaire, ça veut dire qu'il y a encore cette conversation qui est présente et du coup votre impact est encore présent. Des exemples, enfin des réussites, des créations comme BIM Energy depuis 2017, il y en a eu combien? On a lancé une quinzaine de projets. OK. 20 pistes. Parfois, on lance quelque chose et 2 mois après, on dit, hop, ça marche pas. On trouve pas le bon angle d'attaque, on arrête. Ou peut-être on commence à travailler avec des entrepreneurs et on se dit, ah tiens, le fit, c'est pas parfait. Peut-être c'est nous qui dit ça, peut-être c'est eux. Est-ce que tu as un exemple d'idée que vous avez assez rapidement stoppé? Il y a plein d'exemples. Il y a plein d'exemples de projets où on se dit, ah tiens, peut-être il y a une opportunité d'aider les gens à débarrasser des choses chez eux. Parce qu'on a tous des choses chez nous où on dit, un jour, je vais m'occuper de ça. Et on finit par les jeter. C'est dommage. On a étudié pendant quelques semaines, on n'a pas trouvé le bon angle d'attaque. OK. On a fait la même chose avec on s'est soucié des vols de vélos. C'est un problème. Ah, il y a trop de vols de vélos partout dans nos villes. Est-ce qu'il y a des produits, des assurances qu'on peut imaginer, des choses qui peuvent nous protéger ces vélos? On a creusé, on a fait quelques études. Au bout de quelques semaines, on s'est dit, on trouve pas le bon angle d'attaque. On arrête. Encore une fois, je comprends que il n'y a pas d'ego. Donc, dès le jour 1, il y en a pas eu. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a une idée et qu'il est mordicus derrière cette idée que ça va se faire. Vous êtes vraiment à l'écoute et vous n'hésitez pas à rebondir très, très rapidement et très facilement, quoi. Tout à fait. Il y a un mythe de l'entrepreneur têtu
qui a son idée et tout le monde lui dit que c'est pas possible et il finit par prouver tout le monde que c'est lui qui a raison et moi je crois pas dans cette mythe. Je pense que c'est comme ouais. C'est comme le self-made man. Ouais. C'est totalement un mythe et c'est pour ça qu'il y a toute une équipe et vraiment on le comprend, beaucoup de parties prenantes autour de toi et d'Imagination Machine. Ouais. C'est ça, et c'est pour ça qu'on interroge le marché tout de suite, on laisse nos idées évoluer parce que c'est l'intelligence collective qui fait que ça marche ou pas. Peut-être il y a un autre exemple, un autre projet qui, je pense, illustre bien la méthodologie Imagination Machine. On avait le piste, j'utilise le mot piste, pas idée parce que c'est pas encore idée, mais on avait le piste de créer une nouvelle marque de jouets enfants. Oui. Parce que on se dit le marché des jouets enfants c'est une catastrophe écologique avec l'utilisation de plastique qui vient du pétrole, du déchet, et en plus tous ces jouets sont souvent un peu violents, très genrés, culturellement ça correspond pas au futur qu'on souhaite créer pour nos enfants. Mm-hmm. Et donc on s'est dit est-ce qu'on peut pas créer une entreprise, une marque de jouets vertueux avec surtout des matières intéressantes, parce qu'il y avait plein de matières qui sont un peu nouveaux sur le marché, qui sont recyclées ou compostables, ou ce genre de choses. On avait aussi une petite piste, une angle d'attaque. On s'est dit, tiens, ce serait bien aussi. Il y a tous ces imprimantes 3D qui nous permettent de fabriquer des choses proches de chez nous, peut-être de façon personnalisée par client. Est-ce qu'on peut créer une marque de jouets qui utilise cette parc des imprimantes 3D? On a trouvé un super entrepreneur, peut-être un cofondateur avec nous, donc toujours dans la logique de co-création. On avait une partenaire avec des matières recyclées. On avait une partenaire avec des imprimantes 3D. Et donc, c'était bien aligné pour faire une démarche de co-création. Et on a commencé par créer une communauté de parents et d'enfants pour voir c'est quoi que les gens cherchent vraiment, c'est quoi leurs vrais pain points, besoins, envies. Et on a même créé un nom pour le projet qui était Toygether, entre Toys et Together. Donc l'idée c'était de créer quelque chose de très participatif avec une communauté de clients de famille. Et on a se rendu compte assez rapidement que en fait ces idées de toys personnalisés c'était pas super intéressant. La partie imprimante 3D c'était difficile à trouver l'angle d'attaque qui correspondait aux vrais besoins du marché. En revanche, il y avait une autre opportunité qui n'était pas du tout dans nos perspectives quand on a commencé, qui était beaucoup plus liée à l'histoire. En fait, on a trouvé toute une génération de parents qui trouvaient les histoires de pirates et princesses un peu boring. Ouais. Et totalement bullshit. Voilà, exactement. Et on s'est dit, pourquoi, quand on veut acheter des jouets pour nos enfants, les histoires sont les mêmes, avec des valeurs qui sont un peu violentes, qui sont un peu genrées, et qui surtout ne donnent pas envie. Et donc on s'est dit, c'est quoi le rêve de cette nouvelle génération de familles? Et on avait cette idée de créer une histoire d'une famille qui prend un tour du monde en van. C'était un peu van life, c'était un peu écologique sans être chiant ou moralisateur. C'était un peu l'esprit des voyages, mais aussi l'ouverture aux cultures différentes. Et on a fini par créer co-créer avec, c'était pas notre idée, hein, c'était des démarches avec la famille, avec les entrepreneurs talentueux qui travaillent avec nous, de créer les mini-mondes. Et les mini-mondes, c'est cette histoire, mais c'est surtout une histoire, on dit sur l'univers de kids, une IP, une propriété intellectuelle, une IP, une histoire, un univers qui est créé en collaboration avec les familles. Donc c'est une IP participative. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas dans l'univers joué. Parce que tous les IP qui sont très grands, Petit Ours Brun, Pat Patrouille, Peppa Pig, je sais pas si tu as des enfants et tu connais cette histoire. Exactement, oui. J'en ai un. Ils font des études de marché, eux, mais c'est pas participatif. C'est des gens très c'est smart. top and down. Exactement. Et nous, on se dit, on peut créer quelque chose de beaucoup plus participatif qui commence par l'histoire,
qui donne envie à cette génération, mais chaque petit détail de cette histoire d'exécution, c'était fait en collaboration, en co-création avec la communauté, qui fait que maintenant, on a une communauté de plus de 100 000 familles en France qui participent à cette aventure, qu'on a un momentum avec cette marque et des produits et des magazines qui sont écologiques, mais c'est pas ça, en fait, l'idée. C'était la communauté au début, quoi. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous dire, pour qu'on ait une idée de la taille de cette communauté, à partir de quelle taille justement de personnes impliquées dans ces feedbacks vous avez eu cette conscience et ce pivot dans l'idée? Il y avait combien de personnes déjà, combien de familles? Je pense qu'on a commencé en mars-avril 2019. Mm-hmm. On a commencé à interroger des dizaines de familles. Une fois qu'on avait une bonne cinquantaine, on avait compris des choses, on avait une première idée à le pitcher. On a dessiné un jouet, parce que c'était ça aussi, à cette époque-là, c'était l'idée de créer toujours une marque de jouets. Donc, on a créé cette van avec cette histoire d'une famille qui prend toujours devant la van. Et on s'est donné le challenge. On s'est dit, OK, maintenant, c'était juin-juillet. C'est un peu short pour créer un jeu Noël, mais c'est possible. Faisons un crowdfunding. Si on a 1000 familles qui sont prêtes à précommander un jeu comme ça, on investit et on fabrique et on y va. Et si on n'a pas 1000, on ferme le magasin. Et on a choisi 1000 parce qu'on voulait pas que nos amis ou les gens qui connaissaient déjà, il fallait que des amis, que ça prenne l'effet réseau, que ça devienne plus viral et que c'est plébiscité par une communauté un peu plus grand. Et on a fini par... ça a explosé. Ouais, ça a explosé. On a fini par prévendre 1000 jouets Noël en été. Okay. Et on s'est dit, OK, on investit, on crée l'entreprise. Et là, c'est en 2022, on a passé le 100 000 familles engagées. Donc, on a fait x100 en 3 ans. C'est exponentiel. Ouais. Ouais. Et là, effectivement, l'effet réseau, l'effet bouche à oreille, l'effet je mets ce van autour de la table avec les enfants de mes amis et des enfants à l'anniversaire, c'est... Ouais. Et c'est là où il y a une dimension et cet impact qui fait vraiment partie de voilà, il y a une vision exponentielle derrière, effectivement. Sur les 15-20 projets, donc idées et voilà, idées concrétisées, on va dire, en tout cas un peu plus avancées. Est-ce que tu peux nous partager une idée des fourchettes de taille? Est-ce que aujourd'hui il y a effectivement BIM Énergie qui est très avancé, qui est avec 50 collaborateurs, je sais pas combien de chiffres d'affaires et peut-être la partie la taille la plus petite aujourd'hui pour voir un petit peu sur quoi vous vous positionnez actuellement? On a 2 entreprises qui sont dans une cinquantaine de personnes, c'est BIM et Smala. Oui. C'est intéressant aussi parce que Smala, c'était une startup qui existait avant Imagination Machine. OK. Et c'est ça aussi de co-création pour nous, c'est que c'est pas forcément nous qui vont créer l'entreprise ou qui vont démarrer avec les pistes. C'est pas important pour nous. OK. Et donc Smala, c'était une entreprise qui était au démarrage. Où nous, on a entré en capital comme associé, mais pas que financier, aussi opérationnel, pour aider à accélérer. Donc, vous êtes rentré, ce moment-là, il y avait combien de personnes dans l'équipe? Il y avait déjà un MVP, il y avait déjà quelque chose comme ça? C'était 2 fondatrices, 100 salariés. Il y avait un site internet, le concept était bien lancé, ils avaient une petite communauté de milliers de personnes. Donc et elles étaient en recherche de financement au moment où elles sont venues vous voir ou c'est vous qui êtes allés les voir? Elles se posaient des questions. Okay. Est-ce qu'on cherche du financement? C'est quoi la prochaine étape?
et dans l'écosystème nantais, on était mis en relation. Oui. À cette époque-là, ça s'appelait Il était plusieurs fois. Oui. On a changé le nom à Smala récemment. Et là, Plus court. c'est plus court, exactement, plus facile à retenir. Meilleur domain name. Donc là, on a passé les 50 collaboratrices, ça grandit très, très vite. On était dans une pièce de, je sais pas, 20 mètres carrés dans le premier entrepôt quand on a fait notre investissement. Et là, je pense qu'on a un entrepôt de quelques milliers de mètres carrés et c'est trop petit. Et ça, c'est la vente des vêtements enfants de seconde main avec une qualité de neuf. Et du coup, beaucoup de choses potentiellement à faire. Parce que en gros, il y a effectivement cette équipe au sein d'Imagination Machine qui peut être là au début, mais après maintenant, il y a les ponts et les connexions à faire entre les entités et les projets. Tout à fait. J'imagine que Smala et les mini-mondes peuvent communiquer et peuvent être un peu plus fortes à deux avec presque une même communauté. Oui, tout à fait. Il y a plein de collaborations, plein de partage d'apprentissage, tout à fait. Génial. Et encore une fois, hein, sur ce premier modèle, ce premier batch qui a pu être financé et en tout cas lancé depuis 2017, le dernier projet, il date de quand? On a la dernière concrétisation. Ouais. Le dernier projet, on l'a lancé en 2021. Ça s'appelle Good Steps. Donc, ça reste nouveau. Et c'est un logiciel pour aider, logiciel pas que, aussi une service humain pour aider les entreprises avec leur stratégie RSE, avec leur stratégie impact. Ça commence par un diagnostic qui est très très poussé et bien avec l'expérience client très poussée pour comprendre où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on est moins bon, où est-ce qu'il y a des endroits, des opportunités à développer notre stratégie sur l'impact environnemental mais aussi social. Avec ce diagnostic, on peut aller plus loin et implémenter des choses dans une entreprise. Ok. Et donc c'est peut-être depuis 2021 où tu t'es dit que bon là il y avait eu assez de feedback plus que positif et concret, ça marche et du coup il fallait passer un second tour, une seconde échelle, aller plus loin. C'est en 2021 que il y a eu tu as ressenti ce besoin-là et cette possibilité-là? Ouais, en fait, on avait lancé l'Imagination Machine en 2017 avec plein d'idées et pas un modèle spécifique bien identifié. Et ce modèle de co-création a émergé avec des itérations, avec des apprentissages. En 2019, on avait un modèle un peu plus clair. Et donc, on a fait une levée de fonds en 2019 plus important. Okay. Je pense que c'était de combien? 4 millions et demi, quelque chose comme ça. Avec les mêmes partenaires, avec les mêmes 100 partenaires ou d'autres? Avec les mêmes plus d'autres. Donc, Okay. on a rajouté dans le cercle. Au pot. Au pot, exactement. Et l'idée à ce moment-là, c'était avec cette levée de fonds, on peut financer 3 ans de ce modèle de co-création et X projets. Ok. Et donc, on a suivi le budget qui nous a amené à l'été 2022. Donc, on a fait comme prévu. Et vers la fin de ce budget, on a fait le constat que, bah tiens, ça marche bien. Ça marche bien, c'est trop tôt pour dire que c'est pour avoir des liquidités. On n'a pas fait des exits, on n'a pas vendu des entreprises ou on n'a pas fait un retour sur investissement à nos actionnaires. Mais on a plein de projets qui commencent à prendre vitesse énormément, qui étaient financés par des investisseurs professionnels après nous. Ces opérations de financement valorisent nos parts. Oui. Donc, on voit la valeur de nos actions et on voit que nos actions ont une valeur ensemble qui est bien au-delà
de ces poches d'argent qu'on a levées au départ. Et donc, les retours sur investissement en théorie... En moyenne, tu as quelque chose? Non, c'est très difficile Aujourd'hui. à dire une moyenne, mais on fait une bonne multiple. Le meilleur projet chez nous, nos actions dans ce projet spécifiquement, ont une valeur déjà qui est une multiple sur le poche entier d'argent qu'on a investi dans tout le projet. Okay. Donc, c'est très positif. Et donc, on a dit aux mêmes actionnaires, faisons ça encore. Ça marche, c'est rentable. Tant que vous pouvez. Voilà, c'est rentable. Vous pouvez et surtout on a appris tellement de choses. Et qu'on est encore meilleur. Qu'on va être encore meilleur ces prochaines fois. On peut être encore plus ambitieux sur le plan impact. Comme on peut vraiment faire une différence dans une transition pour vraiment accélérer des choses sociétales qu'il faut accélérer. Et donc, on a réussi à lever plus de double de l'argent pour faire le même nombre de projets. Donc, ça veut dire qu'on aura plus de ressources par projet pour aller plus vite et plus loin. Ok. Donc là, en gros, sur les 3 prochaines années, avec 10 millions d'euros levés, vous allez vous lancer, concrétiser 15 à 20 idées qui ont cette vraie adéquation avec la méthodologie, ce marché B2C ambitieux et à fort impact, et ce retour très concret de la communauté et du feedback dès le début. Oui, exactement. On va lancer entre 15 et 20 pistes et on espère que ça va nous amener à co-créer une dizaine d'entreprises. Ouais. Comme la première fois, on a co-créé 8 entreprises. Okay. Donc, ce sera dans le même ordre de grandeur. On va faire ça principalement dans le B2C, mais pas que. On a aussi fait des projets en B2B la première fois. On a appris énormément de choses et donc on va continuer à apprendre et à tester des idées en B2B. Je pense que la majorité de ce qu'on fait, ça va être en B2C parce que c'est le métier qu'on maîtrise davantage. Oui. Et c'est là où il y a peut-être le plus d'impact en termes de répartition j'en perds mes mots, mais ça peut vraiment couler beaucoup plus loin en termes de valeur, en termes d'impact, en termes de petites graines semées. C'est les questions d'impact qui sont prioritaires pour nous. Et donc, on se pose la question toujours, comment on peut vraiment avoir un impact important sur une échelle qui compte pour la planète et pour nos sociétés. Qui fait que oui, on étudie des pistes B2C, on étudie des pistes qui sont aussi B2B2C, comment on peut enable parler aux professionnels qui vont avoir un fort impact après grâce à leur service ou leurs produits pour des utilisateurs particuliers. On commence déjà avec un projet, on étudie un projet plutôt B2B, mais pour des marques qui ont leur présence retail. Donc, il y a des dizaines de centaines de milliers de commerces, de points de vente qui touchent des dizaines de millions de gens. Comment on peut créer des services que ces points de vente peuvent offrir à leurs clients qui rendent le monde meilleur. Est-ce que tu as déjà une idée et tu peux nous partager quelques secteurs qui vont être particulièrement testés, en tout cas étudiés prochainement? Oui, on étudie de proche les produits de climatisation. OK. Là, en Europe, il y a la minorité de foyers qui sont équipés d'une climatisation, air conditioning. Je pense que c'est autour de 20% selon ce que j'ai vu. Dans 10 ans, ça va probablement être 80% parce que le monde devient plus chaud. Et si tous ces 60% des foyers qui ne sont pas équipés achètent des produits, des clims qui existent aujourd'hui, ça va être une catastrophe écologique. Parce que ces produits utilisent des réfrigérants
qui sont des chimies qui émettent des gaz à effet de serre, et ils sont très énergivores. Et donc, on a envie de créer des produits ou des services qui permettent des gens à rafraîchir leur maison d'une façon qui est écologiquement moins impactante. Ok. Ça, c'est une piste. On n'a pas d'idée encore. On a plusieurs angles d'attaque en étude. Et surtout, on commence à parler avec plein de partenaires potentiels pour être dans cette démarche de co-création. Tu parles avec l'une des solutions qui est financée par Time for the Planet, j'imagine? Non. Ok. Je te mettrai en relation, je t'en reparlerai. Super. Excellent. Super. Donc ça, Clim, est-ce qu'il y a une autre piste? On étudie l'écotourisme. Ouais. On a dans la belle région nantaise, je pense qu'il y a de quoi faire. Ouais, mais même partout, on constate qu'il y a une demande pour une offre touristique en lien avec la nature, écologique et proche de chez soi. Il y a plus de demandes pour des choses comme ça qu'il y a de supply, il y a de l'offre. Donc, déjà, une opportunité entrepreneuriale qu'on envoie une écart entre demand et supply. Et on a aussi l'idée que ces offres touristiques peuvent être aussi des puits de carbone et des ressources pour des améliorations de biodiversité. Donc, comment on peut créer une idée qui capitalise à la fois sur cette opportunité marché et l'opportunité impact? Ça, c'est une question qu'on se pose, c'est une piste qu'on étudie. Il y a une question qui me vient là, c'est est-ce que tu trouves, est-ce que tu as rassemblé qu'il y ait des critères pour choisir, pour valider, pour accepter des candidatures ou des recrutements de cofondateurs, cofondatrices? Est-ce qu'il y a des points communs que tu recherches particulièrement? Oui, surtout on cherche, on peut dire de soft skills, mais on cherche des gens qui sont humbles. Ça revient à cette question d'ego. On cherche des gens qui sont à l'écoute, qui sont capables de mener un vrai processus de co-création avec leurs clients futurs. On cherche des gens qui sont très ambitieux, qui ont envie de vraiment changer les choses sur une échelle importante. On cherche des gens qui ont une vraie capacité à avoir un raisonnement stratégique, de regarder les champs de possibles sur une business, sur une organisation, et de faire le lien entre stratégie produit, stratégie financement, stratégie opérationnelle. Et ça, c'est quelque chose qui vient beaucoup avec l'expérience. Et peut-être l'expérience entrepreneuriale précédente aussi, même si c'est pas un critère ferme. Donc, c'est plutôt ces qualités-là, beaucoup plus que des compétences hard skills. Bon, nous voilà de retour avec Rob. Tout va bien, on s'est reconnecté et donc on va redémarrer sur une seconde partie, on va dire, d'épisode. Pour reprendre le fil de la conversation, j'ai demandé à Pierre et Mégane de la communauté Marketing Flow dont on fait partie avec Laura, de te poser une question directement. Ils ont aujourd'hui la, la chance de travailler, de collaborer du coup avec plusieurs entreprises que tu as cofondées, que tu as lancées. Et aujourd'hui, ils s'intéressent vraiment particulièrement au marketing responsable. Et Pierre demande comment faire accepter à ses investisseurs une croissance plus modérée D'accord. que la vision, on va dire, de l'hypercroissance, scale-up, cramer toute la levée de fonds. Est-ce que toi qui es au milieu de ces écosystèmes et vers de l'impact et en même temps avec ce côté et ce regard du coup investisseur, euh, qu'est-ce qu'on peut lui dire? Oui, c'est intéressant comme question parce que je pense que ce qui veut dire Pierre, si je comprends bien, c'est comment faire en sorte que tout le monde soit aligné sur une croissance responsable.
Oui. Mais c'est pas forcément le cas qu'une croissance responsable, ce soit modérée. Et surtout, si on a un projet, un produit, un service qui a un impact positif ou régénératif ou qui accélère une transition qui est nécessaire pour la société, dans ce cas-là, le plus rapide qu'on peut croître, le mieux pour la société. Et je pense qu'il y aura un alignement entre fondateurs et investisseurs sur ce point-là. Et donc la question devient, OK, il y a des pratiques de croissance qui sont peut-être pas responsables, où on dépense énormément d'argent sur des publicités, par exemple, qui sont pas rentables ou qui financent des plateformes dans lesquelles on ne croit pas dans leur valeur, dans leur impact à eux. Ou bien peut-être qu'une croissance trop rapide ou trop pas responsable, c'est une croissance où on embauche plein de gens en sales et marketing trop rapidement, sans prendre en compte le fait que si les croissances, pour des raisons externes de nous, décélèrent, il va falloir virer ces gens-là. Ça, c'est des genres de pratiques qui peuvent être pas responsables. Mais moi, je crois que c'est possible de faire une croissance responsable sans utiliser ces pratiques-là, sans faire compromis sur le taux de croissance. Que c'est possible de faire une croissance rapide et responsable en même temps, et de poser des questions, comment faire accepter une croissance modérée. Ben, il y a une croyance dans la question. Il y a la croyance, c'est que une croissance responsable, c'est forcément modéré. Que j'adhère pas. Ok. Et est-ce que, par exemple, l'utilisation de codes promo, de l'utilisation, ou en tout cas la connaissance de certains biais cognitifs, l'envoi d'emails avec un rythme assez soutenu, est-ce que tout ça, vous y faites attention? Oui, donc là, on parle est-ce que on peut parler de tactiques marketing et on peut poser des questions pour chaque tactique. Est-ce que c'est responsable ou pas? Est-ce que culturellement, c'est quelque chose qui promouvoir le surconsommation, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose qui pollue l'espace cognitif de nos clients potentiels parce qu'il y a un volume et une fréquence de messages peut-être de trop? Toutes ces questions sont des questions super valides, qui sont, je pense, navigables. Le principal, c'est de poser des questions dans un premier temps. Si on ne pose pas les questions, effectivement, on ne va pas faire quelque chose de responsable. Si on pose des questions, on peut naviguer. Et c'est des questions qu'on pose avec le Startup Imagination Machine. Et je pense qu'on trouve une façon d'avoir une croissance quand même très rapide, tout en étant responsable. Mais c'est un combat quotidien. Super. Bon, j'espère qu'on aura le retour du coup de Pierre et Mégane maintenant sur les réseaux. Justement, à propos de croyances, est-ce qu'il y en a une que tu as fait exploser ces dernières années? Une croyance, une vue, un schéma dans lequel tu étais, que tu as fait exploser, que tu as complètement fait shifter. C'est une bonne question. C'est quelque chose que j'ai fait souvent, de changer d'avis. Moi, quand on a lancé Imagination Machine, on avait cette idée que on veut faire de l'impact positif, et on voulait aussi être de bons entrepreneurs, c'est-à-dire d'être agile et de prendre des thématiques et de creuser les dynamiques du marché, les psychologies consommateurs, les opportunités, de faire du brainstorming et de sortir des idées. Mais que si on était trop contrainte au départ, on n'aura pas la possibilité d'avoir cette agilité après. Et donc, quand on a lancé Imagination Machine, on a dit, on met pas une définition sur l'impact positif. On utilise une définition très vaste, comme par exemple le 17 ODD de l'ONU,
Sustainable Development Goals. Mais c'est super vaste et on peut trouver plein de choses dedans. Et on avait des investisseurs, des partenaires, des experts autour de nous qui nous ont encouragés d'être un peu plus focus. Et on a résisté parce qu'on avait cette croyance que l'agilité nécessitait une chambre beaucoup plus ouverte, flexible. Et au fur et à mesure ces dernières années, je me rends compte de plusieurs choses. D'abord que c'est possible, je pense, d'être plus ciblé avec nos efforts d'entrepreneuriat et qu'on peut laisser quand même une champ d'agilité en gardant une mission, un objectif. Que d'être plus spécifique avec les objectifs, c'est difficile, ça force à faire des choix et des priorisations, mais c'est fédérant, ça fédère les gens, ça crée une sens d'appartenance à quelque chose plus facilement. Et je pense aussi que ça soulève le projet de subjectivité personnelle que moi j'aurais pu avoir ou les autres membres de l'équipe Imagination Machine. Ça crée quelque chose de plus objectif pour tout le monde. Et donc, au fur et à mesure, je me rends compte à quel point c'est puissant d'être plus spécifique avec nos objectifs, de trancher, de prioriser, de faire ça tout en gardant notre agilité entrepreneuriale sur les solutions. C'est difficile. Il faut être spécifique sur les problématiques à résoudre et pas forcément sur la solution. Ouais. C'est aussi, à mon avis, ce qui se passe pour chaque startup, chaque entreprise. Surtout au début, on peut pas aider tout le monde, on peut pas être partout, quoi. Mm-hmm. Super. De quelle façon un échec que tu as vécu, après tout dépend de la définition de l'échec, t'a-t-il aujourd'hui aussi, en fait, avec du recul, préparé à cette réussite? Oui, il y a plein d'échecs qui m'en forment, qui m'ont appris dans ma carrière et je suis toujours en train de faire des échecs et apprendre. Je pense que j'ai vu une première partie de mon carrière qui était dans l'univers digital. Et dans l'univers digital, on a des produits qui sont logiciels et de changer ces produits, ça veut dire de changer du code. Et donc, on peut tester des choses. Et si ça marche pas, c'est pas grave, on change. On peut évoluer très rapidement. Et dans une deuxième aventure entrepreneuriale, j'ai fait une startup qui était plus dans la logistique, avec des entrepôts et des grandes équipes et des flottes de camions, etc. Et j'ai fait un échec. J'ai eu l'approche software. J'ai eu l'approche qu'on va tester des choses. Si ça marche pas, c'est pas grave, on change, on itère, on est agile. Et même si l'esprit d'agilité c'est bien, quand on travaille dans l'univers, dans le monde réel, en anglais on dit que c'est pas bits not bytes. Ça veut dire que c'est pas des morceaux de code, c'est des molécules, Étape par étape. ouais, c'est des molécules dans la vraie vie. Donc, quand on est dans ces domaines de vrai business, il y a des gens, il y a leurs habitudes, il y a des embauches, il y a des formations, et il y a des choses qui sont plus lentes à changer, à faire évoluer. Et quand on fait des erreurs, c'est plus grave. Parce que maintenant, il faut réorganiser une équipe d'entrepôt, ça veut dire de réformer des gens, peut-être de se séparer des gens, ou d'embaucher de nouveaux. Donc, c'est très difficile. Les conséquences. Et les conséquences humaines plus importantes. sont importantes. Et donc, il faut utiliser une autre logique beaucoup plus humaniste, tout en gardant l'agilité. Et donc, j'ai fait cet échec. J'ai dû changer les choses, réformer les gens, virer les gens dans l'entrepôt. Et c'était dur pour moi, mais surtout pour eux. Et j'ai appris. J'ai appris de faire les choses autrement. Donc maintenant, aujourd'hui, tu mesures, tu fais, tout en gardant cette agilité,
tu fais quand même une balance, tu pèses chaque action et tu fais pas, tu t'adaptes, on va dire, à l'environnement digital, très très agile ou pas, ou euh, tu fais attention à tout ça. On essaie de faire attention exactement et on se rend compte du poids de ces décisions sur le plan humain et on essaie de tester nos hypothèses et nos idées avant de les mettre en pratique dans un entrepôt ou une usine. Euh, Ça, c'est très important. Une fois qu'on met les choses en place, on investit pour être sûr que ça marche. Et s'il faut changer, il faut changer dans de bonnes conditions, et même si c'est plus lent. On en rejoint l'une de la première question là Oui, de sur cette partie croissance. Bah voilà, c'est un des aspects que tu prends en compte. oui. Est-ce que c'est Euh, forcément plus modéré si on parle de croissance? Euh, Pas forcément, parce que si c'est des infrastructures qui peuvent être super puissantes. Et donc, si on fait notre travail, peut-être c'est plus lent de mettre quelque chose en place, mais une fois que c'est en place, si on investit, ça peut aller beaucoup plus vite, en fait. super. Totalement aligné. Qu'est-ce que tu fais quand tu ressens, quand tu t'aperçois que tu t'éloignes de tes priorités? C'est une bonne question. Euh, je pense que déjà, il y a un élément de répondre sur la question, parce que le plus important, c'est de poser cette question. C'est de s'en apercevoir. Voilà. Et si on a posé des questions et on fait la réflexion, on a déjà fait plus de la moitié du travail, en vrai. Est-ce que tu te poses cette question régulièrement du coup? On essaie, au sein de l'équipe Imagination Machine, d'avoir des rituels où on se pose des questions profondément une fois par semaine. Ok. On se dit, OK, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? Retournons aux priorités, c'est quoi qui est vraiment prioritaire. Regardons toutes les choses qu'on peut faire cette semaine. On ne peut pas faire tout. Donc, qu'est-ce qu'on priorise? Qu'est-ce qu'on dépriorise? Et toi, quand tu t'en rends compte, est-ce que quand il y a du stress, quand il y a un petit peu trop de, de, de mouvement, d'agitation, est-ce que tu as un rituel? Est-ce que tu as besoin de quelque chose pour retrouver une sorte de sérénité? Au titre personnel, oui, moi, j'utilise plusieurs choses pour retrouver la sérénité, que je trouve très important. Euh, D'abord, et plus souvent, la nature. C'est de sortir de chez soi, sortir de l'écran et se mettre en forêt ou à la plage. Moi, j'ai une forêt qui est pas loin de chez moi où je vais souvent juste pour me balader. Et ça aide énormément. Faire du sport, c'est bien aussi pour le corps, mais ça aide aussi à, à trouver son sérénité interne. Et puis des pratiques comme yoga méditation. Ok. Tous les jours, tu arrives à faire à peu près tout ça? Toutes les Non, semaines au moins? non, non. Tous les semaines, oui, bien sûr, tous les journaux, mais c'est aussi les questions de priorisation de nos temps pendant chaque journée. Ouais. Et tu préfères faire ça dès le matin pour dire allez, j'ai pris du temps pour moi, ou c'est plutôt assez rythmé? Moi, j'ai un rythme où les matins sont assez sport avec les enfants. Ouais. Et j'essaie de prendre un petit peu de temps pour moi au début du post-déj. Donc, j'ai toujours ce temps pour moi si je vais faire du sport ou autre chose. Euh, et puis, une fois que la journée est finie, la journée de travail, il y a le temps avec les enfants aussi, Ouais. qui est En souvent famille. dehors. Ouais. Aujourd'hui, quelle est ta plus grande peur? La plus grande peur. C'est vrai que j'ai peur.
j'ai peur de se concentrer sur des choses et de passer mes journées sur des projets euh, sans recul et qui ont travaillé sur des choses qui, au final, n'ont pas vraiment de l'impact et qui ont fait juste une partie du système qui ont essayé de changer, mais le système est tellement puissant qu'on ne se rend même pas compte qu'on est en train de perpétuer un système qui, au fond, on a envie de changer. C'est un peu abstrait comme réponse, mais c'est une... Ah, c'est effectivement le fait de ne pas être de ne pas maximiser son impact, son utilité et son temps, quoi. C'est ça, mais c'est même pire parce que je pense qu'on vit dans un système sociétal avec une status quo, avec une état de choses Oui, un statut. Ouais. qui est polluant, qui enrichit les oligarques, qui n'est pas juste, qui priorise la surconsommation, etc., etc., etc. Toutes ces choses. Et moi, j'essaie de changer ça à travers le monde startup, business. Est-ce que je vais même, c'est pas que je vais pas changer les choses avec suffisamment d'impact, mais est-ce que je suis en train de perpétuer le même système que je n'aime pas? Ouais. C'est ça le peur, et je pense que c'est une peur qu'il faut avoir dans tous les niveaux. Donc c'est le fait de douter, quoi. J'essaie d'utiliser le système pour changer le système, et donc il y a toujours le risque que D'y participer quand même. c'est le système qui m'utilise et pas l'inverse. Ouais. Donc un vrai besoin à chaque fois, très 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 régulièrement, de toujours avoir cette position méta, prise de hauteur maximale, quoi. Oui. Euh, Si tu avais la possibilité de boire un café, boire un verre de vin ou déjeuner avec la personne de ton choix, euh, encore présente sur Terre ou pas, Oui. qui choisirais-tu? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'elle a appris, Greta Thunberg, parce que elle avait, grâce à son célébrité, accès au couloir de pouvoir. Je pense qu'elle a appris plein de choses sur qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible, pourquoi ça rame. Ça m'intéresse énormément. Ça rejoint exactement la réponse à ta peur actuelle euh, sur ce système-là, quoi. Oui. Ouais. Super déjeuner, j'aimerais bien être une petite mouche, une petite souris sous la table pour être avec vous. Quelle, quelle culture ou quel pays aurais-tu envie de découvrir? Ça peut, je précise bien le mot culture parce que ça peut être des cultures qui ne sont plus présentes. Mm-hmm. En ce moment, je m'intéresse beaucoup, comme beaucoup de gens, aux pays scandinaves et leur système sociétal, social, environnemental, on a l'impression de l'externe que c'est beaucoup plus sain que des systèmes dans d'autres pays, même si c'est pas du tout parfait. Donc c'est quelque chose que je creuse de mon côté ce jour-ci. Ok. Et quand tu dis creuser, pour creuser peut-être à distance ou en mode externe, c'est une chose. Est-ce qu'à un moment tu as envie d'aller creuser en interne là-bas? Oui, ben on a passé en famille, en mode slow travel, un peu de temps en Danemark, et on planifie un autre voyage en Norvège, en même style. Pas pour Slow vivre, travel, mais ouais. d'accord. Slow travel, ça veut dire y passer un mois, 2 mois, 3 mois? Ouais, exactement, ouais. Ouais. Ok, super. Ça c'est une énorme possibilité de pouvoir voilà se poser, s'imprégner de toutes ces cultures. C'est vraiment parfait aussi pour les enfants, j'imagine. À chaque fois, ils sont dans ces écoles-là, du coup? Ils arrivent pour 3 mois dans une école? Non, on n'a pas fait ça. On avait essayé ça dans le passé
aussi, mais cette fois-ci en Danemark, on n'a pas fait ça. Les barrières À langues distance. sont importantes. Ils font à distance du coup. Euh, Pendant ce temps-là, on a fait un mois. Donc, on a Ah, ok, ok. pris une temps off. Ouais. Ok. Enfin, Off pour eux. exactement. Mais très Euh, éducatif quand même. ah oui, oui, bien, ça c'est sûr. Si, si tu pouvais nous partager une ressource avec tout ce qu'on vient de se dire, partager, une ressource, ça peut être un livre, un film, une expo, un artiste qui te vient là comme ça. Est-ce que tu pourrais nous partager une ou plusieurs ressources? Je pense que la fiction de George Saunders, c'est une super inspiration. C'est un écrivain américain qui écrit aussi bien des essais, ça des choses de son point de vue que comment dire ça, des nouvelles, des short stories. Ok. Et aussi, il a écrit aussi un roman. Il est super doué, il a une vision très humaniste du monde, des enjeux psychologiques dont on fait face tous, dans un monde qui change et avec tous les sujets d'actualité ces jours-ci. Super Ah, ressource. je connais pas. Je connais pas. On ira voir. Il traite des histoires sur le monde contemporain actuel. Ouais, Ouais. il a son style. Parfois, ses œuvres sont un peu science fiction, euh, D'accord. mais parfois pas. Mais c'est toujours pertinent. Super. J'irai lire tout ça. Si tu devais avoir un objet dans ta poche tous les jours, tu choisirais quel objet? Dans ma poche. Euh, j'ai souvent dans ma poche des petits choses qui font mes filles, des petits Ah ouais. bracelets, des petits bagues, une petite carte, parce qu'ils sont très créatifs. Donc, j'aime bien ces petits objets. Donc, j'ai pas une meilleure réponse que ça parce que c'est déjà le cas et ça me rend déjà très content. C'est très bien. Des petites Ça te fait productions des artistiques. Ouais. do it yourself, ouais. Voilà. Dernière question pour nous, effectivement, le podcast, c'est aussi un bon moyen de laisser une trace. Euh, alors, on t'offre la possibilité d'adresser un message justement à tes enfants. À mes enfants. Oui. OK. Euh, ben, il y a un message qui est, je pense, le plus important pour moi à véhiculer, que c'est quelque chose que je pense qu'ils sont bien partis, mais que il faut être gentil. Au final, c'est le plus important. Be kind. Il y a beaucoup de projets à faire, à prendre soin de nous-mêmes, de nos pères, de société, du planète. Mais ça commence par une regard sur le monde de gentillesse. Super, le message sera transmis, j'espère. Et on en a profité pour aussi nous avoir ce message et voilà ce principe qui est effectivement est universel. Souvent, quand on est gentil, on récupère et on a de la gentillesse autour de nous aussi. Un grand merci Rob, c'était justement très gentil de prendre une nouvelle fois ce temps pour voilà clôturer cet épisode en deux parties, passer au-delà des frontières et des soucis de connexion. On y est arrivé et on est très très heureux de t'avoir accueilli sur Aventure Humaine. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité, également. C'était sympa. Merci beaucoup. J'invite du coup tout le monde à aller voir les liens dans la description. J'imagine que vous êtes en recherche aussi bien de recrutement pour les équipes et aussi bien à la recherche de nouveaux projets, nouveaux fondateurs, fondatrices
d'entreprises à impact? En permanence. Super. Eh ben, allez-y si vous proposez et si vous êtes gentil surtout, Exactement, ouais. ça sera bien accueilli. Merci beaucoup. Merci, Gal.